C'est un matin qui ressemble à tous les matins. Le réveil sonne, vous attrapez votre smartphone, vous scrollez les dernières news du jour, peut-être même que vous prenez quelques minutes pour regarder autour de vous et penser à tout ce que vous avez construit. Vous avez un toit sur la tête, des enfants qui cheminent sans trop de difficultés, un bon salaire, un bon CE, et tout ça, c'est grâce à votre travail. Vous vous dites que vous avez une position enviable. Et pourtant, au moment de prendre les clés de la voiture pour partir au travail, tout s'effondre. Vous mettez à pleurer, peut-être même à trembler. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce n'est pas vous, ce sont vos mains, vos bras, vos jambes, votre corps tout entier qui refusent de vous emmener au travail. Vous ne l'avez pas compris, alors c'est le médecin qui posera un diagnostic dessus en 2 mots. C'est un burn-out. Pourtant, cette journée qui débutait, vous l'aviez programmée. Vous aviez une réunion à 9 h. Et d'ailleurs, vous y avez travaillé jusqu'à 23 h, la veille. Et la première chose à laquelle vous pensez, c'est à vos collègues et à votre employeur. Vous vous dites que vous êtes en train de les laisser tomber. Vous qui n'avez pas pris un seul jour de congé depuis plus de 6 mois. Tout ça ne vous ressemble décidément pas. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Mais au fait, c'est quoi le burn-out ? En français, littéralement, burn-out, c'est brûler de l'intérieur. C'est exactement comme si, à force de tirer sur la corde, de rester fort, d'absorber la pression, quelque chose en soi avait fini par se consumer. Vous avez donné, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. C'est un épuisement total, physique, émotionnel, mental. Ce n'est pas juste avoir besoin du repos. Le burn-out, c'est quand le moteur ne démarre plus, même avec la meilleure volonté du monde. C'est l'impossibilité de fonctionner, même pour faire ce qui hier encore vous semblait normal. Le burn-out, c'est un syndrome de stress chronique qui a perduré dans le temps. En gros, c'est ce qui arrive quand on s'oublie, quand on avance, tête baissée, en ignorant tous les signaux, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, perte de sens, jusqu'à ce que le corps tire brutalement le frein à main. Et souvent, ça n'est pas juste de la surcharge, c'est un vrai conflit intérieur. Le burn-out, c'est un écart entre ce que vous vivez et ce en quoi vous croyez profondément. Vous travaillez dur, mais vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes efficace, mais vous avez perdu le sens. Le burn-out, c'est une perte de motivation alors qu'hier encore vous étiez hyper impliqué, un épuisement qui ne passe pas avec une simple nuit de sommeil ou juste un week-end off, une forme de démission intérieure, même si extérieurement, vous continuez à faire bonne figure. Et c'est important de le dire, le burn-out n'arrive pas aux faibles. Il touche souvent, d'ailleurs, les plus investis, les plus consciencieux, les plus engagés, ceux qui ne veulent pas décevoir, ceux qui prennent tout à cœur, ceux qui pensent qu'ils tiendront encore un peu. Mais il y a un moment où ça lâche, parce que vous n'êtes pas un robot, parce que vous n'êtes pas qu'un poste, parce que votre valeur ne se résume pas à votre performance. On parle souvent du burn-out comme d'un trop-plein de travail, mais ce n'est pas que le trop qui use, c'est le plus rien ne fait sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Et ça, c'est l'un des moteurs les plus puissants de l'épuisement professionnel. Alors concrètement, c'est quoi un conflit de valeurs ? Eh bien, c'est quand on nous demande d'agir à l'encontre de ce en quoi on croit. Quand on ne se reconnaît plus dans ce qu'on fait, ni dans la manière de le faire. Par exemple, quand on vend un produit qu'on ne recommanderait même pas à l'un de ses proches, quand on manque de temps pour bien faire, qu'on voudrait bien faire, mais qu'on se sent obligé de bâcler, quand on subit des décisions absurdes sans pouvoir s'exprimer, ou encore quand on voit souffrir ses collègues, ses clients et qu'on n'a plus les moyens d'agir. Petit à petit, l'alignement se fissure. On continue par loyauté, par peur de perdre son poste, par habitude aussi, il faut le dire, mais il y a une part de nous qui commence à décrocher. On fait le job, mais sans envie. On est présent, mais à l'intérieur de soi, on est ailleurs. En France, les chiffres sont édifiants parce qu'il y a 6 salariés sur 10 qui disent vivre des conflits de valeurs au travail. Et c'est l'un des facteurs les plus fortement associés au burn-out, plus encore que la charge horaire. Alors non, ce n'est pas une faiblesse. Non, ce n'est pas un caprice de génération fragile. C'est un besoin fondamental, pouvoir exercer son métier sans trahir ce en quoi on croit. Et quand ce besoin-là, il est ignoré, c'est le corps qui finit par tirer la sonnette d'alarme.
parce qu'on ne peut pas vivre durablement à contresens de soi. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours conscience de ce conflit de valeurs, ou même du malaise qu'on ressent au travail. Et bien souvent, le burn-out prend par surprise et on tombe de haut. Pourquoi ? Parce qu'on était la tête dans le guidon, pris dans le rythme, dans les urgences, dans les injonctions, à tenir bon, à assurer, à gérer. Et on n'a pas vu ou on n'a pas voulu voir ce qui se passait à l'intérieur. On ne s'est pas donné le temps, pas l'espace, pas le réflexe non plus, de s'arrêter et de se demander, mais au fait, comment je vais vraiment moi ? Voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, et notamment dans son corps, c'est un phénomène qui porte un nom. C'est l'interoception. C'est notre capacité à reconnaître nos états internes, ou encore la conscience de soi, physique et émotionnelle. C'est un peu notre 8e sens. Et ça, c'est un facteur clé de santé physique, mentale et de résilience parce que c'est notre capacité à comprendre des signaux envoyés par le corps. Et pourtant, dans nos journées trop pleines, cette écoute-là, c'est bien souvent la première à disparaître. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne consulte plus ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Eh bien, on se coupe de notre tableau de bord interne. On n'entend plus les signaux de fatigue, les tensions, voire même les douleurs physiques. On ne ressent plus ses propres émotions. Parfois, on n'est même plus capable de mettre un mot sur ses émotions. Et le problème, c'est que quand on se coupe de cet accès à nous-mêmes, on se coupe aussi de sa capacité à ajuster le cap. Et on continue comme un pilote automatique, sans voir qu'on se dirige vers le mur. L'antidote à ça, c'est commencer par se mettre en conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire, se mettre en conscience ? Je vous rassure, ça ne veut pas dire devenir un moine bouddhiste dans votre open space, c'est déjà réapprendre à s'écouter. Par exemple, on peut imaginer très facilement, dans sa journée de travail, prendre 1 ou 2 minutes pour se demander si on ressent une quelconque douleur physique dans son corps, une tension, et par exemple, si on remarque qu'on a le pied tendu, la main crispée, le cou bloqué, de prendre acte de cette douleur, de faire quelque chose, de faire quelques étirements, se dire que c'est peut-être le moment de faire une pause, s'accorder ce moment pour libérer la tension, apaiser la douleur. C'est une petite chose, mais ça, c'est déjà se reconnecter à son corps, à ses sensations physiques et de faire en sorte que le corps et l'esprit fonctionnent à nouveau ensemble et pas l'un contre l'autre. Si on se sent angoissé, par exemple, on peut aussi très bien imaginer prendre quelques minutes dans sa journée de travail pour sortir dehors, faire un exercice de respiration. On peut faire ça aussi dans les toilettes, ce qui conviendra le mieux. En somme, il s'agit de noter quand quelque chose coince ou fatigue sans le balayer du revers du mental. Mais se mettre en conscience, c'est aussi s'autoriser à se questionner du point de vue de l'équilibre personnel. C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout, parce qu'on peut avoir tendance à s'auto-convaincre que tout va bien. Simplement parce qu'on est terrorisé à l'idée d'ouvrir la boîte de Pandore qui va forcément nous conduire à changer des choses dans nos vies. Et on a toutes et tous une résistance au changement. Le changement, c'est l'inconnu, donc c'est aussi la peur. Mais le changement, dans la vie, il n'a pas non plus besoin d'être brutal. Donc je vous invite régulièrement à vous autoriser à vérifier. Est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je fais ? Est-ce que je culpabilise de prendre du temps pour moi ? Au fait, quand ai-je pris du temps pour moi pour la dernière fois ? Et est-ce que ce que je vis est tenable ? Et si je le pouvais, qu'est-ce que je changerais aujourd'hui dans ma vie ? Je vous invite à faire ces petits checks internes et à voir ce qui se passe. Les petits checks internes, c'est plus évident que de chercher à répondre à des grandes questions existentielles un petit peu abstraites comme c'est quoi le bonheur ? Qu'est-ce que je vais faire demain si je lâche tout ? Une chose à la fois. On peut déjà se poser de plus petites questions. Si la problématique qu'on vit est en lien avec la vie professionnelle, on peut par exemple commencer par se demander « Qu'est-ce que je ressens quand on me demande d'annuler mes congés encore une fois pour un projet urgent ? Quand mon manager me félicite, mais ne me parle jamais de mon équilibre de vie, ni me demande comment je vais ? Quand je passe plus de temps à justifier mes décisions qu'à faire mon travail ? Quand je fais un travail qui ne correspond plus à mes valeurs profondes ? Quand j'entends une blague sexiste ou raciste en réunion et que personne ne réagit autour,
quand je suis applaudie pour ma performance, mais que j'ai plus du tout d'énergie pour ma vie perso? Et est-ce que c'est difficile pour moi de me lever le matin pour aller au travail? Depuis quand? À quoi est-ce lié? Ai-je besoin de voir un professionnel de santé pour en parler? Se donner l'opportunité de se poser toutes ces questions, c'est s'offrir la chance d'anticiper, d'éviter de se retrouver au pied du mur et de réagir à temps pour faire les ajustements nécessaires. Ce retour à soi, c'est pas du luxe, c'est de l'hygiène mentale et c'est souvent ce qui va nous éviter de tomber de haut. Alors pourquoi on parle autant de burn-out aujourd'hui? Pourtant, le mal-être au travail, c'est pas nouveau. On parle d'ailleurs de burn-out depuis environ 40 ans. Le thème a été introduit dans les années 70 par un psychologue du nom d'Herbert Freudenberger, qui a d'abord observé le phénomène chez les professionnels de santé. Mais aujourd'hui, c'est un mal qui est devenu beaucoup plus fréquent et qui touche des secteurs bien plus larges. Plusieurs raisons à ça. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est d'abord la nature même du travail. Le rythme s'est accéléré, les nouvelles technologies ont brouillé les frontières entre vie pro et vie perso, la culture de la performance à tout prix s'est installée. Avant, on alternait bien plus souvent entre des périodes de tension et des moments de repos. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à flux tendu, souvent on est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça épuise. Ensuite, les parcours professionnels ont beaucoup changé. À notre époque, on peut se lancer dans un parcours d'études pour finir par faire un métier qui n'existera peut-être que dans 5 ou 10 ans. On est nombreux à se lancer dans la vie active sans vraiment se connaître ni savoir ce qui nous correspond vraiment, ou même ce qui existe ou n'existera plus demain. Parfois aussi, il arrive qu'on fasse un métier qu'on aime au départ, mais qui, avec les évolutions technologiques ou les changements de stratégie d'entreprise, n'a plus le même sens ni la même importance quelques années plus tard. On peut évoluer dans un métier, dans un environnement, sans prendre le temps de se poser la question: est-ce que ce que je fais me nourrit encore et me donne toujours autant de sens? Je vous donne l'exemple d'une graphiste que j'ai accompagnée pour un bilan des compétences. Au début, elle adorait son métier, créer, conceptualiser, donner vie à des idées. Mais en quelques années, avec les outils d'IA générative, son travail s'est complètement transformé. Beaucoup plus d'automatisation, moins de temps pour la création, plus de pression sur les délais et surtout plus de justification permanente de sa valeur face à des outils gratuits. Et là, elle n'avait pas vu venir cette perte de sens. Ça, c'est un facteur qui est personnel, la perte de sens. Mais il y a aussi des facteurs externes, comme la pression économique, qui ont changé notre rapport au travail. Dans les entreprises, on a de plus en plus souvent des stratégies d'économie de poste, c'est-à-dire qu'on veut faire plus avec moins. Du côté du salarié, il y a la multiplication des objectifs à atteindre, la peur de perdre son emploi, et ça crée un environnement de stress chronique. D'ailleurs, ça me fait penser à une prof de collège avec qui j'ai échangé récemment. Au départ, elle a choisi son métier par passion, transmettre, éveiller, accompagner. Mais au fil du temps, les classes sont devenues surchargées, les attentes administratives plus lourdes, les moyens plus réduits et l'écoute institutionnelle s'est réduite aussi. Elle a commencé à se réveiller fatiguée, à pleurer avant d'aller en cours, tout en se disant à elle-même: pourtant, je suis un métier que j'aime, pourquoi je me sens si mal? Et ça, c'est typiquement le genre de décalage silencieux qui mène à l'épuisement quand on ne l'interroge pas à temps. Et le burn-out, ça concerne tout le monde. On voit notamment que les jeunes générations ne sont pas en reste, puisqu'en 2023, 55% des moins de 29 ans se disaient en détresse psychologique au travail. C'est énorme. Alors, est-ce que le burn-out est une maladie de notre époque? Ce qu'on peut dire, c'est que le contexte actuel, plus de rapidité, instabilité, injonctions contradictoires, ultra-connexion, le fait que nos espaces de respiration physiques, mentaux, émotionnels se sera rétrécis, c'est aussi des facteurs importants. Je pense que c'est important aussi de parler de la place que prend le travail aujourd'hui dans nos vies. Le travail est devenu un élément presque identitaire. Il sert plus seulement à gagner sa vie, il dit un peu qui on est. Quand on rencontre quelqu'un, l'une des premières questions qu'on pose, bien souvent, c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Le métier de l'autre nous apprend quelque chose sur cette personne, ou en tout cas, le métier de l'autre devient un raccourci pour se faire une idée de sa personnalité, de ses valeurs, de son mode de vie, et l'absence de métier ou le chômage équivaut à un certain jugement, voire à une disqualification dans la société.
À côté de ça, nos attentes aussi envers le travail sont très élevées. Et c'est la pyramide de Maslow qui nous aide à comprendre ça. Au départ, on travaille pour couvrir nos besoins de base, manger, payer le loyer, se sentir en sécurité. Mais une fois ces besoins stabilisés, il y a d'autres questions qui émergent. Est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je me sens à ma place? Ça, c'est le sommet de la pyramide, c'est le besoin d'accomplissement, de cohérence avec soi-même, de contribution. Ce qu'on attend du travail a donc profondément évolué. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un CDI ou un salaire fixe ou des tickets resto. Aujourd'hui, on cherche un sens, un équilibre, une forme de liberté, voire une cause à laquelle on veut contribuer. On veut un métier qui nous ressemble, qui nous stimule, qui nous respecte. Et forcément, quand l'environnement professionnel ne répond pas à ces aspirations, un décalage se crée. Un décalage qui peut devenir frustrant, voire usant à la longue. On va donner beaucoup parce qu'on y croit, parce qu'on veut bien faire, mais en retour, si on ne reçoit rien qui nous nourrisse vraiment, au-delà du salaire et de la position sociale, ça nous crée un malaise. Il y a même certaines études qui parlent de burn-out par idéalisation. Plus on attend du travail, plus la chute est brutale quand la réalité ne suit pas. On ne se contente plus d'un job, on attend une expérience de travail qui fasse écho à qui on est. Et dans un contexte où tout s'accélère, sous-effectifs, objectifs qui pleuvent, manque de reconnaissance, ces aspirations se heurtent à un mur. Et ce mur, il s'appelle épuisement professionnel. Le burn-out ne vient pas que d'un excès de tâches, il vient aussi d'un désalignement profond entre ce qu'on vit, ce qu'on voudrait vivre, mais aussi ce qu'on s'autorise à changer dans sa vie. Dans tous les cas, il n'y a pas de burn-out sans s'être oublié soi-même à un moment donné. Avant l'effondrement, il y a souvent eu des signes, des tensions qu'on a minimisées, des besoins qu'on a mis de côté, des signaux du corps qu'on a ignorés ou justifiés. Et c'est là qu'on entre dans cette phase qu'on appelle le burning. Le burning, c'est la période qui précède le burn-out. C'est cette période où on va se sentir de plus en plus fatigué, même après s'être reposé. On commence à devenir irritable, détaché, parfois cynique, alors que c'est pas dans nos habitudes. On commence à douter de soi, de son rôle, de son utilité. On fonctionne en mode pilote automatique, sans envie, sans élan, sans plaisir. On continue de faire, d'assurer, de répondre présent, mais à l'intérieur, c'est en train de s'éteindre tout doucement. On peut parler d'une forme d'érosion de soi. C'est comme si on s'use de l'intérieur, pas parce qu'on est faible, je le répète, mais justement parce qu'on est engagé, parce qu'on tient, parce qu'on veut tenir, parce qu'on veut faire bien. Alors on encaisse, on se dit que ça ira, mais en fait on s'oublie complètement et on se coupe de son monde intérieur pour pouvoir continuer de fonctionner. Il y a bien des signes qui peuvent vous alerter durant cette phase de burning. Sur le plan mental et émotionnel pour commencer, une fatigue qui ne passe pas, même après du repos, une perte de patience avec les collègues, avec les proches, plus généralement une hypersensibilité ou au contraire une forme d'indifférence émotionnelle. On peut aussi, durant cette période, manifester des troubles de la concentration, des oublis inhabituels, une perte de motivation, un enthousiasme qui s'effrite. Chez certains, ça peut être aussi une tendance à procrastiner de plus en plus souvent, y compris sur des tâches qui vont être simples ou habituelles, ou encore ça va être des difficultés à prendre des décisions, même mineures. L'impression globale, à ce moment-là, c'est celle d'être déconnecté en mode pilote automatique. Dans le quotidien, concrètement, faites attention à des choses comme le fait de mettre 10 réveils pour se lever le matin, repousser le moment de sortir du lit jusqu'à la dernière minute, le fait de redouter les lundis, pas juste de les trouver désagréables, mais une vraie angoisse. Le fait de repousser aussi certains moments avec le sentiment de devoir préserver son énergie, comme de devoir répondre à des emails, aller à une réunion, ou même sortir voir ses proches. Est-ce que tout ça, ça vous coûte de l'énergie ? Attention si vous sentez lessivé dès le début de la journée, même sans raison objective. Sur le plan physique maintenant, la phase de burning, ça va être des troubles du sommeil, insomnie, sommeil non réparateur, réveil nocturne. Ça peut être aussi des tensions corporelles chroniques, des maux de dos, migraines, douleurs musculaires. Les infections à répétition, les troubles digestifs cutanés aussi. Une baisse générale de l'immunité. Si vous notez aussi des changements d'appétit, que ce soit manger trop ou plus du tout, ou encore, bien sûr, la fameuse boule au ventre à l'approche du travail.
Ça va être des choses importantes à noter. Si on commence à remarquer plusieurs de ces signes de burning, par où commencer? Alors, je vous invite d'abord à créer de l'espace. Un premier bon réflexe, c'est de lever le pied, même un petit peu. Trouver un espace où souffler. Est-ce qu'on peut poser un jour off, couper les notifs, déléguer une tâche? C'est un premier pas pour se donner un peu de recul et s'obliger à lâcher prise un petit peu. Ensuite, écoutez les signaux de fatigue persistante. L'irritabilité, la procrastination, 10 réveils pour se lever, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux d'alerte. Le corps parle et c'est nécessaire de l'écouter. Ensuite, mettre des mots à soi-même d'abord, réfléchir, voire noter ce qu'on ressent, ce qui ne va pas, ce qui nous épuise, et si possible, en parler à quelqu'un. Pour des raisons évidentes, c'est pas toujours facile d'identifier un collègue de confiance, mais ça peut être un ami, un proche, un professionnel de santé. Il s'agit là de reprendre un peu de clarté, un peu de pouvoir d'action. Cette période, c'est aussi l'occasion de se demander, est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je fais? Est-ce que le rythme, l'environnement me conviennent? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui coince? Le fait de parler de burn-out, ça nous amène forcément à questionner l'environnement de travail. Parce qu'il faut le dire, il y a des cultures de travail qui sont plus propices que d'autres à faire apparaître un sentiment de malaise au travail, que ce soit juste au niveau d'une équipe ou même de toute une entreprise. Alors ici, on va citer quelques-uns de ces environnements de travail pathogènes. En numéro 1, l'environnement de travail toxique par la pression constante. Là, on parle d'un contexte de travail dans lequel on est toujours sous pression. Les délais sont irréalistes, on va devoir en faire toujours plus avec toujours moins de ressources. 2. Le management autoritaire ou absent. Là, c'est un contexte avec un manager qui ne communique pas ou peu, qui ne donne pas de retour constructif, qui impose tout sans explication ou qui rejette sur les salariés les problématiques structurelles de l'entreprise. 3. L'équipe conflictuelle ou l'isolement. Alors là, c'est un contexte avec des collègues qui ne s'entendent pas, des rivalités, des jalousies, des coups bas, un manque d'entraide qui va conduire à l'isolement. 4. L'absence de sens et de reconnaissance. Là, c'est un contexte dans lequel on ressent que ce qu'on fait n'a pas d'impact, voire un impact négatif ou même nocif sur le monde extérieur. Ça va aussi être un contexte dans lequel notre travail y passe inaperçu ou même il est dévalorisé et quelle que soit la qualité effective du travail qui a été fourni. 5. L'environnement de travail où les responsabilités et les objectifs sont flous. Là, c'est un contexte où les consignes changent tout le temps, les attentes sont pas claires, on doit porter des missions qui correspondent pas du tout à nos compétences. 6. Cerise sur le gâteau, là c'est la culture d'entreprise toxique par excellence. Là c'est le contexte dans lequel c'est l'ensemble des valeurs ou des pratiques internes qui font mal. Favoritisme, harcèlement, absence d'éthique, système où la compétition est mise largement au-dessus de la collaboration. Et si vous êtes dans un système qui cumule plusieurs de ces critères, faites en sorte de sauver votre peau. Si vous le pouvez, prenez vos jambes à votre cou. Au-delà de la culture d'entreprise, il faut aussi savoir qu'il y a certains postes qui sont plus exposés que d'autres au burn-out. Et ça, c'est du fait même de leurs caractéristiques. Oui, il y a des postes à burn-out. Et pour se prémunir de ça, il y a certains signaux qui peuvent vous alerter dès la fiche de poste ou dès le premier entretien. Alors, à quoi vous pouvez faire attention? Déjà, quand vous allez lire la fiche de poste, il y a certaines formulations qui peuvent en dire long sur l'environnement de travail qui se cache derrière. Faites attention à des expressions comme responsabilité évolutive, mission à construire, rôle hybride, sans qu'à côté de ça, il vous soit précisé exactement quoi. Ça indique tout de suite un poste au contour flou. Ensuite, il y a aussi des mots comme savoir s'adapter, aimer les défis, gérer la pression, tout ce qui relève d'une exigence de flexibilité très marquée. Attention aussi au langage guerrier ou sacrificiel, se dépasser, être à 200%, faire preuve d'un engagement total. Enfin, soyez vigilants à l'absence de cadre clair. Pas de mention d'équipe, de référent hiérarchique, pas d'indicateur de succès. Si dès le départ, tout semble tourner autour de votre capacité à vous adapter à un vide organisationnel, alerte. Après la fiche de poste maintenant, c'est pendant l'entretien qu'il faudra comprendre si vous êtes sur un poste à burn-out.
L'entretien, c'est un moment qui permet de poser des questions et d'observer des non-dits. Alors, par exemple, faites attention aux réponses vagues, notamment sur les objectifs et les attentes. Si le recruteur évite les sujets sensibles, charge de travail, turnover, conditions de télétravail, management, si vous notez aussi des incohérences entre les promesses et la réalité, par exemple, on va vous peindre le tableau d'une ambiance familiale, mais à côté de ça, on va vous parler de rythme très intense. On vous parle d'autonomie totale, mais on ne parle pas des moyens concrets. Un autre point d'attention, la posture du recruteur. Qu'est-ce qui valorise ce recruteur? Par exemple, s'il insiste lourdement sur le fait qu'ici, on valorise les gens qui savent se débrouiller seuls, qu'il faut être très résilient, sans parler concrètement de l'encadrement ni des ressources disponibles. Il y a aussi ce recruteur qui vous fait attendre 2 heures avant votre entretien. Là, on est peut-être déjà en train de tester votre malléabilité, votre propension à vous faire abuser sans rien dire. Alors n'hésitez pas à poser des questions, et des questions très concrètes pendant l'entretien. Ça peut être: à quoi ressemble une semaine type sur ce poste? Comment est mesurée la réussite? Quels sont les moyens et les budgets alloués pour atteindre les objectifs? Quelles sont les échéances typiques et quels livrables sont attendus dans quel délai? L'idée, c'est pas de se montrer soupçonneux à l'excès non plus, mais de repérer si les attentes sont réalistes et si l'entreprise est capable d'y répondre de façon transparente. Une dernière chose qu'on pourra faire pour éviter le post à burn-out, c'est d'être vigilant dans les premières semaines après la prise de poste. Même si au début vous avez l'impression que tout va bien, il peut y avoir certains signaux qui vont mériter une attention particulière. Ça va être par exemple l'absence d'un onboarding structuré, vous ressentez une attente implicite de disponibilité constante, a fortiori si c'est explicite, les responsabilités qui s'empilent sur votre bureau sans concertation, le manque de soutien managérial, un isolement relationnel. Si vous ressentez une culture de l'urgence permanente, une pression qui est exercée sans pause, si déjà après quelques semaines, vous ressentez de l'épuisement ou une perte de repères, dites-vous que ça ne vient pas forcément de vous. Parfois, c'est le système qui est mal conçu. Et vous êtes peut-être dans un post à burn-out qui en a déjà envoyé plus d'un dans le mur avant vous. Et après le burn-out, pour sortir d'un burn-out, il ne s'agit pas simplement de se reposer quelques semaines pour ensuite repartir comme avant. Ça ne marche pas comme ça. Le burn-out, c'est souvent un vrai tremblement de terre intérieur. C'est une période très inconfortable, mais qui vient aussi avec un message, celui de remettre du sens, se remettre au centre de son projet de vie. Le burn-out, il nous invite à commencer une vraie reconstruction. Cette phase, ça va être l'opportunité de plusieurs choses. Revisiter ses valeurs, se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne veux plus laisser de côté? Ça peut être aussi l'opportunité d'adapter son poste, quand c'est possible, bien sûr, en demandant un aménagement, en cherchant à rediscuter de ses missions, poser des limites plus nettes, voir si de petits ajustements peuvent changer quelque chose ou si c'est un changement plus large qu'il va falloir envisager. Ça va être aussi l'opportunité de questionner son rapport au travail, en se demandant pourquoi ai-je mis autant d'énergie à me rendre indispensable? D'où me vient cette difficulté que j'ai à dire non? Autant de réflexions qui ne sont pas évidentes, mais qui ouvrent la porte à un autre rapport à soi-même, plus doux, plus conscient. Enfin, c'est peut-être aussi l'opportunité de se reconstruire autrement. Pour bien faire, pour revenir du burn-out, il faudrait marquer la fin de l'équilibre d'avant. Ça peut permettre une vraie renaissance, souvent plus lucide et plus consciente. On découvre qu'il est possible de contribuer sans s'épuiser, d'être engagé sans se suradapter, accompagné, écouté, soutenu, qu'on le mérite, qu'on a de la valeur. C'est tout simplement l'opportunité d'avancer autrement, dans une logique de préservation et non plus une logique sacrificielle. Après un burn-out, il ne s'agit pas seulement de reprendre le travail comme si de rien n'était, mais de rebâtir un cadre qui va être plus simple, plus juste, plus aligné pour soi. Et ça peut passer par un accompagnement, si vous en ressentez le besoin. Ça peut être coaching, thérapie, groupe de parole. À vous de voir ce qui est le plus aligné pour vous. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que le premier des courages, c'est de savoir demander de l'aide. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable. Parfois, la vie professionnelle et la vie en général nous coupent de notre vulnérabilité en la présentant comme une faiblesse. La vulnérabilité, c'est la part la plus humaine de chacun de nous. Et il existe des espaces de confiance où on peut se montrer vulnérable.
et venir déposer tout le trop-plein qu'on a accumulé en toute sécurité. Si vous traversez cette épreuve, je vous envoie tout mon soutien. Si vous en êtes sorti, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez fait. D'ailleurs, est-ce que ça a été l'occasion pour vous de tout changer ou pas? Partagez-nous en commentaire votre expérience. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.